notre congrès SOMIPEV, ce congrès virtuel qui a été imposé par les circonstances de la Covid, d'accord, nous a obligés bien sûr à faire ce congrès à distance. Alhamdulillah, depuis vendredi, il y a beaucoup d'interactivité, beaucoup d'échanges. Les thématiques sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'experts qui ont partagé leur expérience avec nous. D'accord, je les remercie énormément. Et donc, on va terminer les circonstances encore une fois l'imposent, ce congrès virtuel de la SOMIPEV, d'accord, par bien sûr la Covid, un sujet, on ne peut pas échapper à ce sujet, on est en plein épidémie, et pour cela, nous avons invité professeur Ahmed Aziz Bousfeha de Casablanca et l'Oustad Zadini de Casablanca, d'accord, pour nous animer cet atelier. Et cet atelier sera modéré par notre grand ami, Oustad Shafiq Mahraoui, chef de service, d'accord, de la pédiatrie 1 de centre hospitalier universitaire de Rabat. تفضل أستاذ شفيق مهراوي. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour la réussite de ce congrès. On est à la dernière session. Je crois que je suivi hier toute la journée, même si c'est virtuel. Il y avait beaucoup d'échanges scientifiques et beaucoup de convivialité à la Marrakech comme d'habitude. Donc, c'est vrai que ce congrès ne pouvait se faire sans parler d'un sujet d'actualité, la COVID-19, une maladie qui nous a pris tous de surprise, qui nous a appris à être très humbles. Nous apprenons chaque jour. Ça a désorganisé complètement les structures sanitaires. Je crois que on commence à voir un peu quelques lueurs d'espoir avec l'approche de la vaccination. Et puis, ces derniers 11 jours, on a un fléchissement de la courbe des atteintes par la Covid un peu au Maroc. C'est l'information que j'ai pu avoir hier de la direction de l'épidémiologie. Donc, nous avons deux éminents professeurs avec nous, professeur Dilin Zha qui travaille à l'hôpital Cheikh Khalifa, et puis le professeur Bousfeha, de grands amis. Donc, je ne vais pas vous les présenter, je crois que vous les connaissez tous. Et je crois que ça va être très riche un peu cette matinée. Ils vont nous éclairer un peu sur quelques particularités pédiatriques de cette maladie. Et je propose que l'atelier soit très interactif, très pratique. Et donc, je vous donne tout de suite la parole, professeur Bousfeha. Professeur Bousfeha, à vous la parole. Il est bloqué, M. Bousfeha. Son image est figée. Ouais. Donc, en attendant que c'est Bousfeha. Donc, sinon, tu enlèves l'image, Aziz. Vous m'entendez? Oui, là c'est clair, oui. Ouais. C'est clair? Oui, c'est clair. On te voit. Merci beaucoup. Très bien, je partage tout de suite ma présentation. Je dois refaire parce que on me dit que voilà, ça passe. Ouais. ممتاز. Bien. السلام عليكم. شكرا أستاذ مهراوي وشكرا لأستاذ سيدي محمد بوسكراوي على الدعوة وعلى برمجة هذه الورشة حول مرض كوفيد-19. Je voudrais aussi remercier les organisateurs. Il y a certainement toute une équipe derrière
remercier aussi les partenaires, notamment l'Observatoire national des droits de l'enfant. Et sans trop tarder, je vais un peu vous présenter le contexte de cet atelier. Cet atelier a été proposé par professeur Nzaa Dini parce qu'elle suit beaucoup d'enfants à l'hôpital Cheikh Khalifa et elle voulait partager son expérience avec le reste des pédiatres. Et donc, dans le bureau de la SOMIPEV, avec Sibou Sklaoui et tout le bureau et le comité scientifique, on a décidé de programmer un travail, des cas cliniques à discuter, des cas réels. Et ainsi, comme on a une unité Covid enfants à l'hôpital d'enfants Abdelrahim El-Harouchi de Casablanca, il dit nous avons proposé une seule observation qui était intéressante, mais c'est essentiellement sous l'impulsion du professeur Nzalini que nous organisons ceci. Il y a quelque chose allumé à côté de toi. Non? Autre chose allumée. Hein? Ça va? Ça va? Tu n'as pas allumé le YouTube en même temps? Non? Ça fait très bien. Il y a un fond de bruit qui vient. Merci. D'accord. Bien. Alors, professeur Hamzoui, qui suivait le malade que je vais présenter, elle est de garde dans le service et dans l'unité Covid. Donc, elle s'excuse. Et donc, sans trop tarder, je vais présenter le cas. C'est Mahraoui a expliqué que c'est un peu interactif. Alors, interactif à distance, c'est quoi? Eh bien, on va faire ce qu'on peut. Hein. Et donc, on posera des questions, on laissera les gens réfléchir, on attendra un peu votre chat, votre question, et on pourra peut-être répondre. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas une conférence, une présentation. Donc, juste pour rendre hommage au professeur assistant Cheikh Labi Arabe, en fait, ce sont leurs patients, donc je chapeaute avec elles. Donc, c'est leur propre expérience pour ne pas prendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Très bien. Donc, moi, je salue aussi Dr Nassid, qui est la résidente qui a vu cet enfant. Très bien. Bon, voilà. Donc, je vous présente cet enfant qui a 12 ans, qui est asthmatique. Bon, hospitalisé en fin août de cette année. Donc, vous voyez, cette éruption cutanée diffuse. Il était fébrile à 39,40 et quand on l'a reçu, c'était déjà au 7e jour de la fièvre et de l'éruption. Alors, donc, c'est une éruption cutanée, comme vous voyez, avec des plaques de 1 à 2 cm. Et elle touche aussi les pommes et les plantes, vous voyez, avec des extensions. Regardez, par exemple, au niveau de l'oreille, tout l'oreille. Et on n'a pas trouvé dans le siège. Et il avait une diarrhée. Cet enfant avait aussi une diarrhée. Donc, l'enfant était conscient, il saturait à 95%, la tension artérielle était normale. Il avait une conjonctivite et une chylite. La langue était framboisée, donc vous imaginez un peu les hypothèses qui viennent en premier. Et puis, il y a ces macules, les extrémités palmoplantaires. Vous voyez, regardez, avec parfois, ils sont un peu boutonneuses. Et elles se surélèvent en papule. Par la suite, fait une petite desquamation au niveau des extrémités. Et la question que je pose à l'auditoire, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Seconde pour laisser les gens un peu réfléchir, envoyer un petit message. Il y a le professeur Mahraoui et c'est peut-être Bouskelaoui, Sadedini. Nous allons essayer ensemble d'avoir un peu vos réflexions. Bien.
les 30 secondes étant passées, je vais vous présenter les principales hypothèses qu'on a évoquées le jour de l'accueil de cet enfant pendant les urgences. Eh bien, on a pensé à Kawasaki, c'est normal. Une rickettsiosis, pourquoi pas, on était en fin août, c'était encore l'été, et vous connaissez la grande règle de toute éruption fébrile pendant l'été, c'est une rickettsiosis jusqu'à preuve de contraire. Bon, cet enfant n'avait pas la tache noire quand on l'a examiné, mais on a évoqué, bien sûr, ces traits. Et puis, le contexte du Covid, eh bien, ce syndrome inflammatoire qu'on appelle Kawasaki-like, il y a maintenant des noms un peu spécifiques, on va les voir. Nous, quand on voit une fièvre comme ça, avec une éruption cutanée, on a peur de certaines septicémies aussi, donc on les évoque. On fait des hémocultures, bien sûr. Et puis, il y a des virus. Et donc, on peut discuter un peu comme ça pendant la garde. Voilà à quoi nous avons pensé. Et d'où ma deuxième question pour l'auditoire. Quels sont les bilans que vous allez demander? 30 secondes pour réfléchir un peu. Vous pouvez même penser à d'autres hypothèses, mais aussi, pour chaque hypothèse, peut-être il faut un bilan. Aziz, il y a un fond de bruit عندك. Oui, alors je ne sais pas ce que je... Il n'y a rien devant moi. Ton entourage. Bon, alors, je vais fermer la fenêtre. Exact. Attendez, je ferme la fenêtre. Merci. Bien. Alors, le bilan Kawasaki, selon la dernière classification, donc publiée dans la revue Rhumatologie 2019, et donc vous voyez cette fièvre qui est obligatoire, 5 jours, qui ne répond pas aux antibiotiques, cette conjonctivite qui est bulbaire avec sans pu, d'accord, et les bilatérales, la conjonctivite. Les adénopathies sont souvent volumineuses, plus de 1,5 cm. En général, elles sont unilatérales, une adénopathie. Et puis, l'éruption cutanée et les maculopapuleuses diffuses, rouges, parfois variées, avec même des aspects de scarlatiniforme, d'autres aspects. Et puis, il y a ces changements qui attirent l'attention du pédiatre, du clinicien, dès qu'il voit le visage. C'est les modifications des lèvres et de la bouche. Vous avez une kéylite, une inflammation des lèvres. Vous avez une langue framboisée. Vous pouvez même avoir une rougeur, une inflammation importante de l'oropharynx. Et puis, au niveau des extrémités, il y a cet érythème avec des œdèmes, au niveau des plantes, au niveau des pommes et des plantes, je veux dire, dans la phase aiguë, et cette desquamation qui commence en péri-inguinale, dans les phases subaiguës. Très bien. Donc, je réponds maintenant à la question que je vous ai posée. Quel bilan demander chez cet enfant de 12 ans? Bien. Alors, bien sûr, le contexte de Covid, on a peur, on le fait en premier, on a pensé à Kawasaki, mais on fait cette PCR du Covid, et nous, même s'il est asymptomatique, et vous connaissez combien de fois on a eu ces surprises d'une atteinte respiratoire assez étendue, alors que cliniquement, elle n'est pas très parlante. Donc, la TDM était normale, la PCR Covid était positive. Le Kawasaki, on a fait en urgence une échocardiographie qui était normale. Le bilan inflammatoire qui montre des globules blancs à 11 000, une anémie certainement inflammatoire, et, pardon. Mais vous voyez déjà sur la NFS, on a un élément un peu inhabituel pour le Kawasaki, c'est cette lymphopénie. La CRP augmentée, mais la procalcitonine très augmentée. Donc là, c'est l'infection bactérienne, c'est l'orage cytokinique, et donc ça va nous pousser à prendre des décisions thérapeutiques. La ferritinémie aussi augmentée, on pensait
Et puis la troponine, là, il y a une atteinte cardiaque, c'est augmenté à 63. Le TP n'était pas bas, parce que vous connaissez la valeur minimale normale, c'est le 70%. Et les D-dimères, là, il y a une hypercoagulabilité. Et donc, vous voyez, pas mal de signes qui sont biologiques atypiques. Alors, ces signes biologiques atypiques, avec des signes cliniques atypiques, l'âge un peu tardif, la diarrhée qu'on ne voit pas, on ne voit pas la diarrhée dans le Kawasaki habituel. Et donc, le contexte, c'était un contexte avec le contexte de... Alors, nous n'avons pas demandé la rickettsiosis, comme vous le savez, elle n'est positive qu'un mois après. Et donc, le diagnostic final, bien, vous n'en doutez pas, c'est ce PIMS, c'est-à-dire ce syndrome inflammatoire multisystémique dû à l'orage. Nous sommes à la 2e semaine d'infection au Covid, multisystémique pédiatrique. En anglais, c'est Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents with COVID-19. Très bien. Donc, nous, pendant la garde, le malade est transféré dans l'unité COVID et on démarre notre traitement. Le traitement, qu'est-ce que vous allez demander? Donc, je vous laisse quelques secondes. Vous êtes aux urgences, vous recevez ce bilan. Cet enfant qui a un état, il est fatigué, vous êtes sous la pression de la COVID-19, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y en a Houda qui propose corticoïdes, biothérapie, discute les immunoglobulines. Voilà, c'est la seule réponse qu'on a pour le moment. Formidable. Et oui, bien sûr, nous avons traité par de la ceftriaxone pour l'infection, la troponine, on ne sait pas si c'est une surinfection ou pour la PCT. L'enfant est très fatigué, on ne discute pas, on est en train de voir, nous sommes dans les premières heures, donc on a démarré la ceftriaxone, nous sommes dans le Covid et donc on donne une antibiothérapie, l'azithromycine, qui est indiquée avec sa petite contribution anti-inflammatoire. Et nous sommes devant un Kawasaki. Nous avons tous les paramètres du Kawasaki avec en plus des signes d'atypie clinique et biologique, mais nous sommes dans le Kawasaki. Et donc, on donnera des immunoglobulines humaines, on donnera de l'aspégique. Eh bien, et puis, nous sommes maintenant, quand on a reçu 24-48 heures les premiers bilans et l'hémoculture qui est venu négatif, eh bien, on a changé un peu d'attitude et donc, on a démarré les corticoïdes dès qu'on a vu ce bilan inflammatoire comme ça, la vitamine D, le zinc, et nous n'avons pas donné de l'hydroxychloroquine parce que nous avons vu l'atteinte cardiaque probable, et donc on était encore au début et on avait peur. Et donc on a traité l'enfant et une bonne évolution, mais aussi c'est une évolution atypique du Kawasaki classique, pas le sévère. Et donc après les immunoglobulines, on n'a pas eu la pyrexie à H48. Et donc c'est quand on a commencé le lendemain, et donc c'est 24 heures après les corticoïdes que la pyrexie est donc apparu, donc il est devenu apyrétique, son état général s'est amélioré, vraiment l'enfant allait bien et le reste du séjour était normal. Au 7e jour, on a fait une deuxième PCR qui cette fois est revenue négative, et donc l'enfant il est sorti de l'unité Covid, on l'a mis dans un isolement dans un service des maladies infectieuses avec concertation avec les rhumatologues pédiatres, et je remercie le professeur Boyed pour son aide et dans la prise en charge de ces malades un peu avec un orage cytokinique. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la biothérapie puisque la corticothérapie nous a permis de résoudre le problème. Eh bien voilà, c'est ça mon observation et je vous remercie beaucoup mes chers collègues. Merci Sibou Sliha pour cette, également Zadini pour cette observation très claire. Alors juste l'hypothèse de la rickettsiosis qui a été soulevée au départ, quel est le traitement qui a été administré? Ce que l'azithromycine, elle faisait partie de l'arsenal thérapeutique. Deuxième chose, donc finalement, il a reçu une seule cure d'immunoglobulines, c'est ça, c'est Bousleha? Oui, on lui a donné une seule cure et on s'apprêtait à donner la deuxième, mais on a démarré les corticoïdes vu son
son bilan biologique et tout est rentré dans l'ordre. D'accord. Et finalement, l'aspirine, vous l'avez donné parce que certaines équipes, je sais pas, le Canadien ne le donne pas. Les Italiens qui ont rapporté les premières observations et les Américains le donnaient un petit peu à dose anti-inflammatoire. Et pour quelle durée vous Oui, vous savez, entre le marteau et l'enclume, il y a le Covid, il y a le Kawasaki, on ne donne pas les corticoïdes dans le Kawasaki. Et donc, vous voyez, bon, tout est bien qui se termine bien, qui finit bien. Donc, c'est une fin qui est heureuse. Et donc, la rickettsiose étant un germe intracellulaire, l'enfant, il agit plus de 7 ans, donc on peut essayer de donner les quinolones ou les cyclines plutôt. Là, les macrolides peuvent un peu faire l'affaire chez les petits, mais là, notre problème ici, pas notre problème, mais on avait ce bilan inflammatoire, hypercoagulabilité, lymphopénie, troponine augmentée. Donc, il y avait l'orage. Et donc, il fallait mettre le paquet. On a arrêté la ceftriaxone. On a arrêté la ceftriaxone. Et donc, c'était plus cohérent que ce soit un syndrome inflammatoire associé au Covid pour nous. Oui, il y a 3 jours, avec nos collègues de la P4 et Prosobutaïla, nous avons exactement la même observation avec un malade qui était très compliqué, mais le diagnostic, donc, il était fait par, bon, il gardait toujours une fièvre, et c'était les IgM, les Ig qui étaient positifs, donc peut-être à la fin, on l'a recueilli à la fin de l'infection. Bon, en tout cas, donc, il a fait une insuffisance rénale, qu'on a du mal. Ouais, c'était très compliqué à gérer. Une deuxième cure de TGline était nécessaire parce qu'il n'a pas répondu. La corticothérapie, donc bref, tout l'arsenal. Alors, on discute avec Stephen Taylor, qui connaît très bien le Kawasaki. Ben, il m'a dit, je n'ai pas fait la littérature, mais que la rickettsiose pourrait être un facteur déclenchant du Kawasaki. Donc, si on rejoint un peu votre observation. Oui, tout à fait, Chafer, que la rickettsiose est citée parmi les facteurs un peu. Il y a quelques questions, Monsieur le Président, que je me permets de lire. Il y a Abnaoui qui pose la question héparine. Aziz, héparine. Elle te dit, est-ce que tu as donné l'héparine? Non, on ne l'a pas donné. On n'a pas donné l'héparine. Très bien. Et puis, Suleiman, il parle de pro-BNP aussi. Est-ce que c'est un marqueur d'atteinte cardiaque? Pro-BNP. Oui, mais on ne l'a pas. On a fait, nous, D'accord. Et puis, il y a Abou Abdallah. Leïla Abou Abdallah, est-ce que vous l'avez laissé sous SPJ et pour quelle durée? Alors, on est parti jusqu'à ce que le bilan inflammatoire s'est amélioré un peu. On est resté à cette dose. Il y a Madame Bensoud, il nous dit, est-ce que l'évolution à long terme a-t-il il y a une récidive plus de 15 jours après? Est-ce qu'il a récidivé? Non, on le voit régulièrement, ces enfants, 3 fois par semaine, ils sont bien. Il est bien, il s'en est sorti, alhamdoulilah. Alors, quelle est la place des ANS à dose anti-inflammatoire? Ici, c'est le syndrome, c'est l'orage, c'est la corticothérapie, c'est Solimédrol 2 mg, et puis c'est la biothérapie maintenant. C'est ça. Alors, la dose, toujours, il y a CM qui te pose la question, quelle est la dose de corticoïdes et la durée dans ce cas de Kawasaki-like? Donc, c'est 2 mg kilo toutes les 6 heures, et donc on continue jusqu'à ce qu'il y ait un refroidissement de cet orage cytokinique. Alors, il y a certains autres qui proposent, si tu permets, si qui proposent des bolus de corticoïdes pendant 3 jours, puis prendre le relais par une corticothérapie orale. Tout à fait. Durée d'aspégique, Aziz? Donc, j'ai dit qu'on va la maintenir. On va la maintenir comme pour un traitement de Kawasaki. Houda, il te pose la question que dépistage de l'anévrisme des coronaires, est-ce que tu l'as fait? Oui, l'échocardio, on l'a fait, l'échocardio, on était à J7 et l'échocardio était normal quand on l'a reçu. Houda, il te dit, si tu pars pour une biothérapie, quelle molécule? C'est les anti-interleukine 6 qu'on utilise. D'accord.
pourquoi la CPT est-elle élevée? Ah, il y a Fatima qui te dit pourquoi je pense la procalcitoline, c'est ça, non? La CPT. Oui, 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 Ça, oui. ça doit être ça. Oui. Oui, il est augmenté dans cet orage. C'est une particularité de cet orage. Ouais, il faut dire que CRP augmenté par choisir. PS, Ouais, elle n'est pas augmentée dans le Kawasaki simple. Pour la biothérapie, si je peux me permettre, il vaut mieux que ce soit ciblé par un dosage si c'est possible, l'interleukine 2 et l'interleukine 6. Parfois, l'interleukine qui intervient dans l'orage cétone-chronique, c'est l'interleukine 6. Mais parfois, on a l'interleukine 2. S'il n'y a pas de réponse à l'une, on fait le dosage, c'est mieux. Ça cible la biothérapie. Alors, dernière question. Youssouphi, il te dit, pour le délai de 10 jours, à partir de l'apparition des signes cliniques et l'administration des immunoglobulines, est-ce que c'est obligatoire? Sinon, en cas de problème de disponibilité des immunoglobulines, que faire? Pour le Kawasaki, Oui. eh bien, pour le Kawasaki, on n'en a pas beaucoup d'alternatives. Hein. On n'a pas beaucoup d'alternatives et les malades, si l'échocardio est normal, donc c'est bon. Très bien. Alors, dernière question pour rendre la parole à Monsieur le Président de la séance. C'est Zerwali qui a une question. Oui, j'ai une question rapidement, si vous permettez. C'est Aziz. Est-ce que c'est un patient pour lequel c'est le Covid qui a activé ces symptômes de Kawasaki? Est-ce qu'il n'y avait pas de Covid? Est-ce qu'on pourrait avoir un Kawasaki qui ne pouvait pas se manifester avec ces symptômes? Et deuxième question, est-ce que la sérologie SARS-CoV-2, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce que le patient a fait ses anticorps? Voilà, merci. Non, on n'a pas fait la sérologie. À l'admission, on n'a pas fait la sérologie. Par contre, ça, c'est un orage qui est déclenché par le Covid, si on veut rester homogène dans notre réflexion. Donc ça, nous ne pensons pas que c'est un Kawasaki qui a été infecté par le Nous pensons que c'est le contraire, que c'est l'infection au Covid qui a déclenché cet orage qui a donné un tableau de Kawasaki. Dernière question. Faudrait-il vacciner cet enfant contre le Covid? Oui, 100%. Il faut le vacciner. Parce que peut-être que c'est un Covid négatif. Hein. Il y a la sensibilité de la spécificité qui n'est pas au top. Et donc, même avec une PCR positive, on n'est pas sûr. Et donc, il faut le protéger. Hein. Il a 10% à 15% de ne pas être réellement positif. C'est vous, Skraoui, qui a un commentaire. Dans ce sens-là, j'allais faire une réflexion, mais dans le même sens que Aziz pour la vaccination contre le Covid, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour le moment. Il y a certaines maladies infectieuses qui immunisent. Lorsqu'on l'a fait, c'est immunisant. D'accord? Et certaines maladies infectieuses comme la tuberculose, tu peux faire une tuberculose, tu peux la refaire dans 3 ans, 4 ans. Et Aziz, en tant que spécialiste de la question, il ne peut pas dire le contraire. Et je pense qu'il faut de recul. Il faut qu'on soit très modeste et truada dans ces questions. Il nous faut de recul. Moi, de façon globale, on a beaucoup parlé de ces Kawasaki-là et que les Français, ils ont suivi les Anglais à l'époque, ils ont parlé de tout ça à un certain moment et puis l'orage s'est calmé. Et cette communication, c'est pas là. Je pense qu'il faut qu'on essaie un petit peu a posteriori, une fois que l'orage va s'en aller, on essaie dans le cas de SOMIPEV, on peut reprendre. On peut demander ça à Nzadini ou d'autres personnes de reprendre tous les Kawasaki hospitalisés dans les différentes CHU et voir qu'est-ce qu'on recevait sur les 3 derniers 4 ans. Est-ce qu'il y a vraiment une augmentation contemporaine de Kawasaki? Mais de toute façon, Kawasaki, l'éthiopathogénie, vous savez le problème de l'éthiopathogénie, on a incriminé un tas de choses, l'auto-immunité, l'infection, tatata, et je pense qu'il faut vraiment de recul pour en parler. Et est-ce qu'il y a une co-infection avec autre chose? Donc, ce n'est pas pour stimuler la discussion. À vous la parole. Je ne sais pas si, professeur
notre cardiopédiatre là. Je l'ai vu dans Abdelmounem Abou Saad, il est avec nous. il est dans les participants. Est-ce qu'il a un commentaire? Non, il n'est pas là. Abdelmounem, Je l'interpelle. Bon, non, peut-être qu'il pas de souci. il était là. Mais ce qu'on a vu, c'est vrai, ce qui est décrit dans l'interview, ça peut se voir au cours, au décours un peu de l'infection à Covid. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Mohamed, ça invite à être très humble et à ne pas tirer des conclusions hâtives. Je crois que pour l'instant, nous, depuis mars, on a eu 2 cas donc de Kawasaki ou Kawasaki-like un peu. Donc, ça ne sort pas du nombre habituel que nous avons d'hospitalisation. Donc, je crois qu'on va passer la parole à professeur Dininza pour compléter un petit peu cet atelier. À vous la parole, Za. D'accord, je vais essayer de partager d'abord l'écran. Oui. Tu vas vers le truc vert. Le truc vert, tu cliques, et après, bravo. Voilà, c'est bon. Ah, parfait, impeccable. D'accord, donc, chère assistance, donc, je vais compléter cet atelier qui parle des particularités de la COVID chez l'enfant. Donc, tout d'abord, donc, je rends hommage à ma collègue professeure assistante Chekhlabi parce que c'est l'une des dernières victimes de la COVID. Elle est malade. Elle devait animer également avec moi cet atelier en présentant ses cas cliniques. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, parce que j'ai chapeauté avec elle ce travail. Elle a bien travaillé dans la COVID chez l'enfant. Donc voilà, on va commencer par un premier cas clinique. En fait, au début d'avril, comme vous le savez, c'est là où il y avait tout le monde était frappé par une circonstance particulière. Début avril 2020, Anis, qui était âgé de 8 ans, il a été admis pour un syndrome grippal qu'il présentait 3 jours auparavant dans un contexte de rhinorrhée, de fièvre à 39. Donc, puis 24 heures après, il a présenté une toux sèche, quinteuse, pénible, dyspnéisante et ceci toujours avec une fièvre, une altération de l'état général. Donc, à quoi ça vous fait penser tout ça? Donc, pour les participants. Donc, c'est une histoire toute simple, en plein printemps, beau temps, d'une infection respiratoire basse. Donc, voilà. Donc, en fait, quand on a fait l'anamnèse, on apprend que l'enfant il est dans un cadre de cluster familial de père et mère qui était COVID positif. C'est pour cela, pour cette raison qu'ils se sont précipités pour l'amener aux urgences. D'ailleurs, le père était déjà hospitalisé pour une forme modérée à sévère de COVID. Il était hospitalisé aux unités de soins intensifs. Donc, dans l'atopie familiale, donc le père, il est déjà, donc il y a un terrain d'atopie familiale avec le père qui est rhinétique, il avait un asthme intermittent, il n'était pas sous traitement de fond. Donc, bien sûr, donc l'examen clinique qui a suivi m'a montré un enfant à 38,6 et saturé à l'air ambiant à 93. Donc, elle avait une polypnée modérée à 48 cycles par minute avec des râles crépitants, une rhinopharyngite et le reste de l'examen sans particularité. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Donc, c'est un cas simple d'Erabas, a priori, dans un contexte anamnestique assez riche et particulier, en rapport avec des circonstances particulières. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on le traite en ambulatoire, on l'hospitalise? Donc, c'était ça, on était déroutés à l'époque. Donc, bon, comme on avait un cluster familial, donc on a fait un scanner thoracique, donc qui était revenu normal. La PCR Covid est revenue positive et donc les sérologies Covid a posteriori qu'on les a faites, qui étaient montrées des IgG pas très augmentés avec des IgM qui étaient positifs. Donc, c'est une phase assez tardive de l'infection virale. Le CG était normal et la biologie n'était pas très parlante, avec un bilan inflammatoire pas très élevé, une CRP négative, des dimères normales, sauf la ferritinémie qui était élevée à 157,4. Donc, on a fait le traitement qui était recommandé à l'époque par le ministère, avec une bonne évolution, disparition de la gêne respiratoire à J4 de la prise en charge avec une apérixie et négativation de la PCR à J12 d'hospitalisation.
Donc, rien de particulier dans ce cas clinique. On enchaîne avec un autre cas clinique mi-avril 2020. Donc, c'est Malek, 11 ans, qui était admise aussi pour tout fébrile, syndrome grippal, avec une rhinorrhée et fièvre non chiffrée. Il était à J6 des symptômes à la phase initiale, avec des antécédents personnels d'atopie, une rhinite allergique. Le père aussi, il est hospitalisé à l'unité de soins intensifs pour Covid. Donc, à l'examen, on a trouvé qu'elle était fébrile à 38,2 et saturée bien à l'air ambiant avec des discrets râles crépitants et sibilants bilatéraux et une pharyngite. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on vous aurait fait pour cette fille avec ce contexte? Il y a des réponses? Des questions? Donc, bien sûr, contexte de papa Covid positif, on a demandé la PCR qui est revenue positive et les sérologies a posteriori, elle gardait des IgG et des IgM négatifs. Donc, c'est une sérologie qui a été faite à J15 de l'évolution, je l'ai faite donc un peu tôt. Donc, le CG est normal, la biologie montre des globules blancs, donc je ne vois pas mes globules blancs, donc qui sont un petit peu normaux, mais avec une CRP qui était négative et des dimères qui étaient à 78. La ferritinémie, elle n'était pas très inflammée, elle était juste à 64. Donc, un bilan inflammatoire qui n'est pas donc élevé. Rappelons qu'il est à J6 des symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, on avait hospitalisé. Donc, j'ai répété, je pense, la slide. Et le scanner, voilà qu'est-ce qu'il a montré, malgré que c'est une fille qui était juste un petit peu symptomatique, avec un bilan inflammatoire qui était strictement normal. Elle avait donc déjà une pneumopathie bilatérale avec des nodules et des opacités en vert dépoli, donc qui la classe en CORAD 5. Donc, on a commencé quand même le traitement selon les recommandations et il a négativé sa PCR à J7 de l'évolution, malgré qu'elle a gardé des IgG et des IgM négatifs à 2 reprises. Donc, ça, c'est des particularités qu'on a vues, au contraire qu'on avait des manifestations de la COVID chez l'adulte. Donc, on voit que l'enfant était peu symptomatique et discordance avec la radiologie. Il n'y avait pas de corrélation entre l'aspect radiologique et les symptômes cliniques. Donc, ça, c'était le cas de M. Bousfeha, donc il avait déjà passé. Alors, voilà. Donc, un dernier cas, avant-dernier cas, donc Imen, donc, qui est âgé de 10 ans. Donc, il a été référé de Khnefra. Donc, ça, c'est un cas dernier, donc, qui m'a été, donc, j'ai emprunté à professeur Chlabi. Donc, 10 ans, référé de Khnefra pour une fièvre aiguë compliquée d'une crise convulsive qui était contrôlée donc là-bas par diazépam phénobarbital. Donc, elle a dans les antécédents un suivi depuis l'âge de 5 ans pour une hémipiparésie gauche compliquant un déficit en protéine C. En fait, elle était suivie chez le professeur Hida, donc au CHU de Fès. Donc, depuis, elle était sous kiné motrice. Et qu'il y ait quand même une amélioration de son hémiparésie puisqu'elle commençait à marcher même avec sans appui. Donc, à l'admission, donc elle était en mauvais état général, à J3 de sa fièvre, c'est pour cela d'ailleurs le père qui l'a ramené. Elle a une petite toux, donc un déficit de l'hémicorps qui est plus marqué d'après les parents parce que avant sa fièvre, les parents disaient qu'elle était normale et quand même elle arrivait à marcher avec ses 2 pieds, elle n'était pas impotente, mais dès l'installation de la fièvre, il y a une aggravation de ce déficit de l'hémicorps. Donc, l'examen ORL était normal et le reste de l'examen clinique est sans particularité. Donc, comment vous aurez pu aborder cet enfant aux urgences? Bien sûr, c'est un enfant qu'on a hospitalisé puisqu'elle était en mauvais état général avec fébrile et qui risque de convulser puisqu'il a déjà présenté, d'après la fiche de transfert, elle a présenté une crise complexe. On va laisser un peu de temps, parce qu'on a du temps pour la réflexion, donc pour l'auditoire. Si vous il y a des questions, des réponses qui apparaissent.
Et il y a quelqu'un qui répond imagerie cérébrale en premier. Bon, on va laisser un peu les autres réponses venir. Il y a une autre personne qui répond TDM cérébral. En fait, l'imagerie cérébrale a été faite donc déjà à Khnefra. Donc, il est arrivé avec cette imagerie qui montrait juste une lésion séquelaire donc d'un accident vasculaire ischémique ancien. D'autres réponses, si Mohamed? Il y a des gens, il y a quelqu'un qui demande l'anamnèse sur Covid. Est-ce qu'il y a de l'anamnèse? Oui, avec vu les cercles, parce que c'est un cas récent, très récent. Donc, je pense qu'il date de 2 semaines d'après. Donc, de 2 semaines ou 3 semaines. Donc, en fait, il y a eu bien sûr une anamnèse, puisque maintenant on le fait systématiquement. Donc, il n'y a pas de notion de contact Covid connu. En tout cas, les parents vont très bien et la fratrie aussi. Et l'entourage, il n'y a pas de cas de Covid dans l'entourage familial. Il y a Leïla qui propose imagerie cérébrale et bilan inflammatoire. Il y a Fatima il y a plutôt Aïcha qui répond bilan de sang, je ne sais pas quel bilan, d'accord. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui demande bilan infectieux, numération, CRP, EMOC, imagerie. Donc, Il y a Natacha qui demande, qui répond encéphalite virale. Il faut faire imagerie, bilan inflammatoire. Voilà les réponses, Monsieur le Président. Très bien, d'accord. Donc, la suite de l'anamnèse montre qu'il n'y a pas de comptage, comme j'ai dit, et les parents fratries sont bien portants. Donc, en fait, à J2 d'hospitalisation, on a demandé tout le bilan inflammatoire que ça a été proposé par les collègues. Donc, voilà ce qu'on a. À savoir qu'il n'y a pas de conjonctivite, comme vous voyez, c'est une urticaire généralisée, légèrement prurigineuse, discrètement, presque pas prurigineuse, je dirais. Donc, il n'y a pas de chéliite, il n'y a pas d'adénopathie, donc il n'y a pas de douleur abdominale. Donc, c'est tout ce qu'on a. Donc, c'est toujours dans le cadre avec fièvre et avec une altération de l'état général. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il y a des collègues qui en proposent toujours. Il y a Daniel qui propose une ponction lombaire, une numération anionigramme. Il y a Ouda qui propose une NUM, CRP ferritine. Il y a un autre collègue, Lagmeri, qui demande un bilan d'hémostase, des dimères, fibrinogènes, et démarrer le traitement anticoagulant. Il y a aussi Myriam qui nous donne, il faut que lui renseigner sur l'état neurologique pour qu'il puisse faire des propositions. Il y a d'autres collègues qui demandent toujours de fibrinogènes, dimères, traitement anticoagulant. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Si je peux pas, quelle était votre attitude initiale, juste pour que les gens puissent suivre? Donc, d'abord, notre attitude initiale, comme elle était venue avec trouble, donc presque légèrement obnubilée, je dirais, comme elle était sous gardénal. Donc, elle était hospitalisée en réa pédiatrique. Donc, déjà l'hospitalisation, on a commencé tout le bilan, la mise en condition, et surtout, elle a reçu, bien sûr, la ponction lombaire, qui était tout à fait qui est revenue tout à fait normale. Donc, le bilan demandé. Donc, je passe. Donc, l'imagerie a déjà été faite, on ne l'a pas refaite. Elle a été faite juste 2 jours avant à Khnefra, donc on ne l'a pas refaite. Elle était, comme j'ai dit, elle a montré une lésion séquelaire d'accident vasculaire ischémique ancien, en rapport avec ce déficit en protéine C, pour lequel, donc, depuis 5 ans, ça a l'air d'être stable, sans problème. Donc, la CRP, je ne vois pas ma ferritinémie. Si quelqu'un, parce qu'il y a des images, donc la ferritinémie, est-ce que quelqu'un peut me la lire pour moi? Elle est à combien? Elle est 175,42. Et les cœurs, donc comme on s'est dit probablement, on est dans la hantise d'avoir un Kawasaki Light, malgré qu'il manque beaucoup d'éléments cliniques. Il n'y a pas de conjonctivite, il n'y a pas de chéliite, donc il y a juste une urticaire généralisée. Hein. On a fait quand même une écho-cœur.
notre cœur qui est revenu tout à fait normal. Juste pour rester Et- interactif, Et on a fait quand même, vu le contexte épidémiologique national et international, on a fait la PCR Covid qui est revenue positive. Donc voilà, donc il a été, et je vous assure que dès H48 de la mettre ce traitement, de la ZIX, plaquenil, elle est devenue tout à fait normale, DG2 de vie, on n'a plus d'hospitalisation, pardon, il n'avait plus l'urticaire et il a négativé sa PCR par la suite à J7 avec une bonne évolution. oui, professeur, je crois qu'il y a un problème de toxidermie. Est-ce que c'est concomitant à la... Oui, on a pensé à la toxidermie, on a fait les critères intrinsèques et extrinsèques. Il n'y avait pas de concordance clinique avec la toxidermie. Vu la chronologie d'admission des antibiotiques qui a été bien sûr démarrée à Arnefra, donc il n'y avait pas de concordance. Parce qu'elle était sous antiépileptique, non? Non? C'est-à-dire l'antiépileptique, elle était à moins de 2 jours, 3 jours. Donc, les antiépileptiques sont réputés être responsables de toxodermie à partir du minimum de J5. D'accord, donc... Et puis, l'évolution n'était pas pour, il n'y avait pas d'hyperiosinophilie. Et donc, voilà, Ouais. donc c'est une autre. Est-ce que c'est un autre. Est-ce que ça fait partie peut-être des manifestations dermatologiques dont on parle de la Covid? Donc, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est une histoire clinique qui peut quand même attirer l'attention sur un autre aspect clinique de manifestation de la Covid chez l'enfant. Donc, d'autres questions? Si vous permettez, d'ailleurs, il y a un collègue, avant que tu te donnes le diagnostic, il te dit, Ilham, vu l'atteinte cutanée, le test Covid et bilan CVD. D'accord? On a fait tout le screening viral et est revenu négatif. D'accord. Pratiquement tout, oui. Il y a une collègue qui a évoqué, PNG, on a, pardon? il y a une collègue qui a évoqué le syndrome d'activation macrophagique parce que maintenant, il faut que dans le raisonnement clinique, en pleine période épidémique, on essaie de, lorsqu'on comprend rien, de faire la PCR pour le Covid, mais qu'il est vraiment d'accord. Cette atteinte cutanée qui est très polymorphe dans le Covid. Les dermatos, ils parlent aussi d'un certain nombre de signes cliniques qui sont très variables et qu'il est leur part maintenant à travers cette observation, Nza, pour évoquer le Covid. Est-ce qu'il y a vraiment des signes pathognomoniques? Par rapport à la Covid ou par rapport à la lésion dermatologique? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut évoquer dans les manifestations cutanées le Covid? Il n'y a pas, donc d'après les écrits, il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire de particulier, il n'y a pas de signe clinique ou biologique pathognomonique d'une lésion, sauf si on fait peut-être la biopsie. Je n'ai pas des données là-dessus. En tout cas, pour répondre à la question de syndrome d'activation macrophagique, il n'y avait pas assez de critères pour le syndrome d'activation macrophagique, malgré qu'il y ait une fièvre, une altération de l'état général, avec mais sur le plan biologique, la fonction hépatique est normale, donc les bilans lipidiques étaient normaux. Alors, je te donne les questions, si tu permets, Monsieur le Président. Je donne à notre collègue Elsa les questions des collègues qui participent. Est-ce que vous l'avez mis sur corticoïdes? C'est Houda et Ben Souda qui posent la question. Non, on ne l'a pas mis sur corticoïdes. D'accord. Et il y a Leïla qui pose peut-être pour l'autre observation, comment expliquer l'aggravation de l'hémiparasie dans ce contexte? Ouais, ça, c'est parmi les choses qu'on s'est posées aussi. On n'a pas compris. Est-ce que c'est l'infection virale, c'est-à-dire ça rentre dans l'altération de l'état général? Ouais. Donc, en tout cas, après, tout est rentré dans l'ordre. Donc, elle a été revue par le pédiatre, par la prof qui l'avait pris en charge. Elle est tout à fait normale. Elle est devenue portante. Hein, elle marchait avec ses 2 pieds sans problème. Il y a professeur Hida qui veut poser une question. Vas-y, Hida. Je suis la malade. Oui, si ça se patiente, en fait, il y a 5 ans. Mustafa Hida? C'est Hida. Non.
En attendant, il y a Aziz Barqiya. Donc, c'était la dernière observation, Lisa? Non, il y a une autre observation, mais rapide. Bon, vas-y, C'est parce juste qu'il y a des questions d'ordre général. Je ne vais pas les poser, Monsieur le Président. On va les laisser en dernier. Très bien, d'accord. Je passe. Oui, s'il te plaît. Donc, le dernier cas clinique, ça concerne quand même un jeune de 19 ans. D'après maintenant les publications, c'est vrai qu'on s'arrête à 18 ans, mais on fait quand même une tranche d'âge des jeunes de 19 ans à 25 ans. Donc, pourquoi l'intérêt de cette question, de ce cas clinique, pourquoi vous allez le voir. Donc là, il a été reçu très dernièrement, donc le 23/11/2020. Donc, il est un jeune de 19 ans qui a été atterri aux urgences à J8 des symptômes donc de fièvre, de toux, de syndrome grippal, de douleurs thoraciques et puis d'une dyspnée. Hein, il a présenté une dyspnée qui a motivé en fait sa consultation aux urgences. Il n'y avait pas de comptage de Covid dans l'entourage. Les parents sont bien portants et la fratrie aussi. Il est désaturé quand même assez, pour faire 86% à l'air ambiant. Il a fait une TDM qui a montré des lésions en faveur des lésions de l'infection par le SARS-CoV-2 et la classant à CORAD 5. Donc, le bilan fait aux urgences qui a montré donc, des globules blancs à 9600, des PN à 7950, mais quand même une lymphopénie à 810, des plaquettes à 213 000, les didymères légèrement élevés à 378, une CRP élevée à 320, des LTH élevés à 425, et une ferritinémie quand même qui est très élevée à 1194. Comme il avait des douleurs thoraciques, donc les urgentistes lui ont demandé le pro-BNP qui était à 95 et les troponines qui étaient négatives. Donc, ce cas clinique, j'enchaîne tout de suite. Je vais pas, je vous montre les images radiologiques, donc scanographiques des lésions pulmonaires. Vous pouvez voir comme l'étendue des lésions et l'importance de l'infection par le SARS. Donc ça, c'est pour attirer l'attention et dire que maintenant, le SARS-CoV-2, il commence un petit peu à intéresser les populations de plus en plus jeunes. Donc c'est pour cela que j'ai rapporté ce cas de 19 ans. Donc, je termine avec les cas cliniques. Donc, j'enchaîne pour dire que le SARS-CoV-2, donc, qui est responsable de la COVID-19, c'est un agent causal, c'est l'agent des pneumonies sévères chez l'adulte, certes, et les enfants ont été sous-représentés durant cette pandémie, représentent seulement à 1 à 2% des cas documentés, en tout cas, jusqu'à pour les écrits qui sont tombés en août et juillet 2020. Donc, pour comprendre l'histoire de la COVID chez l'enfant, donc c'était à travers des observations et les publications. Et les publications internationales, ils ont montré que le tableau clinique, généralement, il est peu sévère et fréquemment asymptomatique. Donc, des études ont montré qu'elle est souvent bénigne, certes, responsable de signes cliniques peu spécifiques, toujours soit des rhinites ou signes digestifs. Les cas graves ont été très rares. Mais donc, voilà, donc en Chine, en février 2020, ils avaient dit qu'il n'y a pas beaucoup de 2% seulement d'adolescents de moins de 19 ans. Il n'y avait pas de décès chez les moins de 9 ans. Les tableaux sévères intéressent surtout les personnes âgées avec des comorbidités encore. Donc, en France, il n'y avait pas de décès chez les moins de 15 ans. Il y avait un seul cas de décès à l'âge de 16 ans, avec, je pense qu'il avait des comorbidités. En avril, donc, apparition des premiers cas Kawasaki-like en France. Donc, aux USA, donc, ils ont eu 8 enfants pour 100 000 habitants versus 146 adultes par 100 000 habitants. Et 208 de forme modérée à sévère. Un enfant sur 3 était admis en unité de soins intensifs. Ils ont présenté un seul décès. Vous savez que cette population, donc, c'est surtout les comorbidités d'obésité, elle intéresse surtout la population hispanique. Alors, au Maroc, donc, on avait un cumul de 525 cas d'après les chiffres du ministère. Donc, et c'était surtout des formes asymptomatiques. Alors, les faibles susceptibilités, comme vous savez, des enfants au virus, pourquoi? Parce que ces fameux récepteurs de la CE2, donc qui confirme que le virus se lie à la protéine S
donc au récepteur ACE2, au récepteur qui est présent dans les poumons et à la surface des cellules de l'épithélium alvéolaire. Et ce récepteur, en fait, sa fonction, il est immature chez l'enfant. C'est pour cela qu'il y a une forte susceptibilité. Il y avait en tout cas une forte susceptibilité des SARS-CoV-2 pour ce récepteur. Donc, le système immunitaire chez l'enfant, il est moins donc mature. Du coup, il n'y a pas assez de réponse inflammatoire, il n'y a pas assez d'orage, il n'y a pas d'orage cytokinique chez l'enfant lors de l'infection par le SARS-CoV-2. Voilà des hypothèses. Et il y a aussi possibilité de co-réactivité des anticorps contre d'autres virus. Donc, vous savez que l'enfant présente beaucoup d'infections, ce qui pourrait protéger partiellement les enfants, parce que les enfants ont plus d'anticorps. Mais, donc toujours il y a un mais maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a eu la deuxième vague en octobre 2020, donc, qui a entraîné une situation sanitaire critique et avec des enjeux sanitaires, mais aussi sociétaux et économiques majeurs sur le plan international et bien sûr sur le plan national. On voit que le SARS-CoV-2 présente une accélération, une brutalité surprenante, peut-être en rapport avec le changement climatique ou bien parce qu'il y a de co-infections virales, notamment le H1N1, l'herpès simplex virus chez l'enfant, on ne sait pas. Donc, en tout cas, vous voyez bien qu'en octobre, la majorité des pays ont présenté leur pic de la deuxième vague. Donc le SARS-CoV-2 est là bien travaillé donc, en octobre. Donc, et on a remarqué que les jeunes adultes sont de plus en plus concernés par cette infection. Et il y a beaucoup d'admissions en réanimation par des jeunes adultes infectés par le virus. En tout cas, donc, pour les chiffres qui ont été rapportés par le professeur Chalabi, donc on m'a dit qu'en octobre 2020, l'âge moyen était de 60 ans, avec des âges extrêmes entre 27 ans et 89 ans. Donc, c'est pour conclure, donc, il n'y a pas beaucoup, il y avait jamais, jusqu'à maintenant, il n'y avait que 1-2% des enfants qui étaient infectés. Les tableaux cliniques chez l'enfant sont moins sévères que l'adulte, hein, avec moins d'admissions aux soins intensifs et de décès, mais on a maintenant démontré que les enfants ne sont pas de super transmetteurs. Souvent, ils sont infectés par leurs parents, donc ils ne sont pas le moteur de l'épidémie. C'est pour cela qu'on a commencé un petit peu à permettre on a permis les crèches et les écoles, et même il n'y a pas de port de masque chez les moins de 6 ans. Donc, pourtant, pendant la deuxième vague, on voit bien qu'il y a un recrutement de jeunes adultes avec ou sans comorbidité et surtout l'apparition d'autres formes atypiques, notamment le Kawasaki-like et les lésions et les manifestations cutanées atypiques que je vous ai présentées pour le dernier cas. Et s'il y a une troisième vague, est-ce qu'il y a un recrutement cette fois-ci? On se pose la question s'il y aura un recrutement de la population pédiatrique. Et c'est pour cela que je tire la sonnette d'alarme pour provoquer une réponse de prise en charge thérapeutique. Merci. Donc voilà. Merci, professeur Dini, à travers ces cas cliniques. Merci, professeur Dini, pour cette mise au point très, très claire. Là, en attendant un petit peu des questions, des commentaires. Qu'est-ce que je fais? Je te sors pour l'écran. Ouais. Un commentaire là, 1%. Depuis mars que nous recevons des cas à Rabat, quand on a rapporté à la population adulte, nous sommes à des chiffres plus élevés, donc nous sommes à peu près à 8%. Nous déplorons quand même un décès parce qu'on dit souvent qu'il y avait 10% de formes sévères, mais nous déplorons un décès. C'est vrai que c'était un facteur, il avait beaucoup de facteurs de risque dans cette série que nous suivons à l'hôpital d'enfants. Alors là, juste pour dire que les enfants ne sont pas des super transmetteurs, ça c'est un peu débattu. Je crois qu'on apprend chaque jour un peu sur ce virus qui est très mystérieux. Je crois que pour le masque également, il y a des pays qui préconisent le port de masque pour des âges plus bas. Je crois qu'on apprend un peu chaque jour. La réflexion, moi, que j'ai à dire un peu sur cette pandémie, c'est que les cas, on a eu quelques décès qui sont décédés, mais pas parce qu'ils ont du Covid, mais parce qu'on a pensé au Covid. Et ça a retardé un petit peu leur prise en charge, le temps. Et je crois qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. On a eu des retards diagnostiques en attendant que l'enfant trouve une place, en attendant qu'il soit isolé.
que la covidophobie qui fait que personne ou des services de chirurgie n'osent pas prendre le malade s'il n'est pas prélevé. Et ça retentit énormément sur cette prise en charge de ces enfants qui ont d'autres affections. Je crois que ça, c'est des dommages collatéraux de la Covid. Donc, je passe la parole à Sibou Skraoui. S'il y a des questions, c'est des commentaires avant de… C'est Barkiel a posé la question sur la question de pourcentage chez l'enfant. Donc, je pense que Nza, à travers ses commentaires, les commentaires, il a répondu à cette question. Il y a notre collègue le Gmiri qui pose la question sur, vu l'accident AVC, l'enfant que tu as présenté, Nza, avec atteinte neurologique, hémiparésie, convulsion, il est très intéressant. Notre collègue le Gmiri te dit, vu l'accident AVC, quel est l'intérêt du traitement anticoagulant? Il a été mis sous aspigique. On l'avait mis sous aspigique à la dose anti-agrégant plaquettaire. Mais en sachant que il y a aussi des formes neurologiques de… Exactement, c'est ce que j'allais dire. Seulement quand on a fait l'angioscan et quand on a fait l'angio-IRM, il n'y avait pas de lésion récente. Donc, il n'y avait que la lésion séquelaire de son ancien problème d'accident vasculaire ischémique en rapport avec son déficit en protéine C. Parfait. Il y a Khalid Al-Alaoui qui pose la question, il te nous dit, est-ce qu'il faudrait-il faire la sérologie avant de vacciner? Aziz Bousfeha, Nzadini. Moi, je laisse la réponse à M. Bousfeha ou bien à M. Maraoui. Une sérologie de quoi? Sérologie, il y a la sérologie de Covid. Moi, je dirais que ce n'est pas nécessaire de faire une sérologie Covid, d'accord, avant de vacciner. Ça n'a aucun sens. Alors, intellectuellement, on pourrait théoriquement la même réponse. Mais… Oui, il faut du recul. Ouais. Alors, justement, là, je te prends. Il y a une question pour toi, Sibou Skraoui, directement. Il y a quelqu'un qui a posé la question 10 jours après le vaccin par l'hépatite A. L'enfant fait un Kawasaki. Il doit faire un rappel pour l'hépatite A. Que faut-il faire? Alors, bien sûr, dans la vie de chaque jour, en dehors même de Covid, il y a la coïncidence. Ouais. D'ailleurs, cette coïncidence en France, rappelez-vous de l'hépatite, la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques qui est un peu débordée en France, c'est une histoire franco-française, mais je dirais qu'il n'y a pas de raison de ne pas revacciner, mais aussi la vaccination, c'est le vaccin contre l'hépatite A est un vaccin inactivé. Ce sont les vaccins inactivés, si on vaccine les sous-immunoglobuline et les sous, il faut 6 mois. D'accord? Il faut minimum 6 mois. Les vaccins vivants aussi à éviter, mais je dirais que même une seule dose peut suffire parce qu'il y a beaucoup de programmes contre l'hépatite A qui ont prouvé à travers, en Argentine et ailleurs, qui ont bien montré qu'une dose, c'est largement suffisante. Donc, tu lui recommandes de ne pas refaire le rappel. Au moins, mais s'il a reçu des immunoglobulines, il faut attendre 6 mois. Doser les anticorps protecteurs, non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça ne sert à rien. Il faut attendre 6 mois. Ce sont les recommandations sont claires dans la vaccination chez les porteurs de Kawasaki. Il faut attendre 6 mois pour certains et 12 mois ou 10 mois pour d'autres. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a la Gmiri qui étudie finalement quel est l'intérêt de l'angio-TDM thoracique chez ce patient de 19 ans, Nza. L'angio-TDM thoracique? Il parle pour les douleurs thoraciques? Pour le jeune de 19 ans. Non, ils n'ont pas fait en fait. J'avais posé cette question. Ils n'ont pas fait d'angioscan pour l'embolie pulmonaire parce qu'il avait des douleurs thoraciques. C'était basithoracique, c'est en rapport avec sa pneumopathie en fait. Donc, donc il a été mis sous le Venox à 0,4 x 2, donc à dose curative pour son hypercoagulabilité. Il y a un malade qui était mis sous salbutamol. Quelques collègues ont posé la question. Ils ont dit… Pour Anis, oui, on avait mis le salbutamol parce que c'était… Pardon? Quel est l'intérêt? Parce que c'est un enfant qui présentait une toux
une toux spasmodique. Il avait des râles sibilants discrets, crépitants, donc avec un terrain d'atopie personnelle et familiale. Donc, on l'avait nébulisé avec les précautions qui s'imposent, parce qu'à l'époque, on recommandait de ne pas faire de nébulisation pour ne pas diffuser le virus dans l'air. Donc, les infirmières mettaient le nébuliseur, donc ils sortaient de la chambre. Il était en compagnie de sa mère, qui était également Covid positive. Donc, voilà ce que j'ai comme question. Je redonnerai la parole à nos experts et à Monsieur le Président s'il y a des messages ou des synthèses à faire. Moi, juste là, je crois que c'est Bosseha est parti, là, il est très occupé. Il est là, Aziz, il est là. Voilà. Il est en chair en os, il est là. D'accord. Mais avant, Avec son joli chapeau, il est là, Aziz. Le chapeau spécial pour ce jour, Monsieur le Président. En parlant avant c'est souvent des choses intéressantes qui se disent avant le direct. Tu nous as parlé de décès dans ta série. Moi, là, je te pose la question également à Dini. Vous avez eu des décès, dans quel tableau, des comorbidités, un petit peu pour éclairer l'assistance un peu sur… Parce que souvent, on a cette note de légèreté un petit peu chez les enfants, mais on a des formes graves parfois qui nous préoccupent. Effectivement, c'est Marawi. Nous avons eu 3 décès dans notre série. On est maintenant à une 60aine d'enfants. Et les 2 premiers, c'était des enfants qui avaient un lymphome. Le premier, il est décédé par leucostase sur rechute de son lymphome. Et donc, nous pensons sincèrement que ce n'est pas le Covid qui a fait ça, mais c'est leucostase avec 200 000 blancs dans le sang, sur la NFS, et donc le poumon est bloqué. Le deuxième, lui, il était sous chimiothérapie, il était en aplasie médullaire, et il a fait une infection qu'on n'a pas pu identifier. Donc, on a essayé tous les antibiotiques, les antimycotiques, et donc, lui, il est décédé dans un tableau de 0 à 50 polynucléaires dans le sang. Voilà. Le troisième enfant, c'est un enfant qui n'avait pas un contexte, il n'était pas connu, il n'est pas suivi pour une maladie, et nous pensons qu'il fait partie de ces rares prédispositions génétiques au Covid. Maintenant, c'est connu, ce sont des enfants et des adultes qui ont un problème dans l'interféron gamma, donc soit le récepteur de l'interféron gamma type 1 ou 2 sur la membrane cellulaire, soit dans toutes les molécules de la transduction du signal de la membrane jusqu'au noyau, en passant par IRF3, IRF7, etc., et même au niveau du noyau. Et donc, les études ont montré que ces patients, pour le moment, qui n'ont pas de comorbidité, qui sont jeunes, moins de 50 ans, eh bien, c'est une histoire qui arrive jusqu'à 3,5% des enfants pour le moment, et on est en train de chercher, et les études là qui sont faites dans un consortium international par de nouveaux gènes, mais ce n'est pas encore confirmé. D'autre part, je vais terminer par ça, nous avons des enfants qui ont des déficits immunitaires. En dehors d'un déficit immunitaire qui est la PCED, ce n'est pas une forme, ils ne font pas une forme grave. Ce sont des enfants qui ne font pas une forme grave au Covid. Nous avons des malades qui sont même en dilatation de bronche, ils rentrent dans l'unité Covid et ils sortent sans aucun problème. J'ai une patiente qui a 55 ans, qui a un DICV, et elle a passé bien, son mari était le surveillant général de l'hôpital de Tanger, et elle n'a aucun problème. Très bien. Maintenant, il y a une autre prédisposition maintenant qui atteint plus de 10 à 15% de la population qui fait une forme sévère sans avoir de comorbidité, c'est la présence d'auto-anticorps anti-interférents. D'accord? Donc, ce sont des gens qui produisent, d'ailleurs, c'est pourquoi ce déficit immunitaire héréditaire APCED, où il y a beaucoup d'auto-immunité, ces enfants ont aussi de l'auto-immunité anti-interférent. Et donc, ces personnes-là, eh bien, ils neutralisent leur interféron, qui est l'arme essentielle pour lutter contre les virus. Merci beaucoup. Donc, notre expérience, c'est des malades. Nous avons aussi des malades de rhumatologie des lupus qui ne font pas des formes graves. Ils ont le Covid, mais on est en train de faire attention à leur hypertension artérielle et ils sortent. Pas de problème. Donc, nous avons remarqué aussi, même les malades, en dehors des hémopathies, c'est sérieux pour nous.
Si vous permettez, donc nous avons remarqué, M. Marabi, aussi que les malades, les asthmatiques, ils ne font pas de forme grave. Donc, on a eu des malades qui sont restés bien contrôlés sur leur traitement. On n'a pas vu des malades qui étaient infectés par le virus. Il y a aussi cette remarque. Pour les décès, professeur Dini, donc dans votre série, Pardon, Oustad? pour le nombre de décès dans votre En tout cas, en avril, il n'y avait pas de décès et on m'a dit, j'ai envoyé le SMS, on m'a dit que pour cette vague, il n'y avait pas de décès. Alors, je crois que Donc, globalement, il n'y avait pas de décès. Président, une dernière question pour... D'après les données du ministère, je crois qu'on va être à 5, 6 décès chez les enfants. Je n'ai pas de confirmation, de confirmation par Semrabt, mais on doit être aux alentours de 6-7 maximum. Alors, juste là pour un petit commentaire pour notre ami Sibou Sfiha, nous avons eu également dans le même ordre d'idées sur le déficit immunitaire, on a eu un enfant qui avait eu lymphopénie avec des lésions du scan. Alors, on sait que les lésions ne sont pas spécifiques et ça nous a un peu, l'histoire nous a un peu fait tiquer parce qu'il avait une petite diarrhée auparavant, il était suivi par un pédiatre. Et puis la sérologie, l'HIV était positif. Donc c'était psychologiquement, c'était très difficile à gérer pour les médecins, pour la maman. Mais la surprise, c'est que c'est un enfant qui a négativé sa PCR très rapidement au bout du, je crois, 8e jour. La moyenne, normalement, c'est vers les 14 jours, un peu quand on a étudié les cas. Et puis, il avait une PCR pour CMV qui était positif. Et puis, c'est un enfant qui s'en est sorti indemne un peu. On a prévu. Donc, ça va dans le même sens de ce que tu disais tout à l'heure, professeur Bousfeha, sur le déficit immunitaire. Alors, pour les asthmatiques, ce que disait Dini, je le confirme, dans les premiers mois, donc de mars à juin, pratiquement, le recours aux urgences était très réduit pour des exacerbations d'asthme. Alors, qu'est-ce qui expliquerait ça? Tout le monde était cantonné chez lui. On avait peu d'exacerbations d'asthme, peut-être peu de pics de pollution, moins les écoles étaient fermées, moins d'exacerbation d'asthme. Et puis donc, là, on commence à avoir un chiffre qui augmente, mais dans le service où nous prenons ces enfants, nous remarquons qu'il y a peu d'asthmatiques. Monsieur Mhraoui, est-ce que ça ne serait pas en rapport avec leur prédisposition TH2 qui le protège d'une réponse explosive TH1 antivirale? Parce qu'on sait que la sévérité de la COVID, c'est surtout cette aura cytokinique, c'est-à-dire cette réponse inflammatoire très importante. Donc, c'est ce qui fait la sévérité de la maladie COVID chez l'adulte. Donc, c'est une hypothèse peut-être. Une hypothèse ce TH2 ne les protège pas. C'est une hypothèse séduisante. Oui, c'était mon Oui. J'y pense. Plus je vois les malades, plus j'y pense. Oui. Oui. Et s'il vous plaît, il y a une question sur la vaccination anti-Covid. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que l'Oustad Aziz Bousfeha, à 12h30, Inch'Allah, il va faire un exposé pour les gens qui veulent suivre et n'ont qu'à qui veulent avoir plus d'informations sur la vaccination anti-Covid, ils peuvent rejoindre le Muhadara Ntal, Oustad Aziz Bousfeha, à 12h30. En attendant, il y a Aïcha Hajiwi qui pose la question. Dans le programme national de vaccination, seules les personnes plus de 18 ans sont autorisées à se faire vacciner. Et qu'en est-il pour l'enfant? Mes chers collègues. Bon, certainement سي بوسكراوي عنده معطيات على تلقيح بصفة عامة والطفل بصفة عامة، لكن يبدو أن الطفل محمي من جوج جهات، محمي من الوسط ديالو إلى لقحنا الوالدين ديالو وداك الشيء، خاصة الطفل الصغير. حنا ملي كنقولوا الطفل الصغير جاه تعفن خص تقلب غير عند ماما ولا بابا ولا شي واحد قريب له. دونك إلا لقحنا الكبار غادي يكون هو محمي بحال واحد الجوهره محميه في واحد البيك ديالها. ولكن هو ذاتيا هو الطفل عنده 3 ديال العوامل او 4 اللي كتجعلو ما كيكونش عنده كوفيد خطير، بحال اللي قال الاستاذ مهراوي 5 الحالات اللي توفوا في المغرب نهار اللي بدات. اولا هذاك المستقبل ديال الفيروس
الفيروس اللي هو كورونا فيروس عنده ديك لا بروتين اس ديالو سبايك اللي بها باش يدخل الفيروس للخليه ديال الرئه. هذاك المستقبل لو ريسبتور سي او 2 عنده باقي ما تامرش، الى ايماتور، دونك ما تيدخلش عنده بزاف في الرئه، ما كيعطيش الانواع صغيره. ثانيا هذا الطفل هذا تيكون في واحد السن اللي راه كيتعرف على الفيروسات، وكتعرفوا بلي الاسره ديال الفيروسات اللي تابعين للكورونا، اسره كورونا كاين صغار وحد اخرين ساهلين، هادوك تيكون عنده تعفنات. وكيف غادي نقدم في العرض ديالي مع 12 ونص اطار لا دي ان اللي غادي يكون على اللقاح، هذا الوليد كاين واحد الان واحد شويه ديال المناعه مشتركه ما بين هذوك الكورونا ديال الطفل والكورونا هذا ديال سارس كوف 2، فهمتي. والحاجه الثالثه هو انه اللقاحات بصفه عامه الوليد كيكون كنعطيه واحد العدد كبير ديال اللقاحات وهو رضيع وهو كبير، وكنديروا له تبكير في 5 سنين، تيكون الجهاز المناعي ديالو على تاهب وتيمكن يكون يواجه بواحد القوه. والحاجه الرابعه هي ان عاده الطفل ما تيكونوش عنده المرضات المشتركه اللي كتكون عند الناس الكبار المزمنه، حتى الا جاه السكري كيكون باقي ما عندوش مضاعفات السكري، حتى الا جاتو شي مرض ما كيكونش في واحد الحال. هادشي اللي بغيت نقول بصفه عامه، ربما السكروي يكون عنده بعض. Très rapidement, on ne va pas se contredire, Massi Aziz Bousfeha. C'est pour vous dire que nous aurons, Inch'Allah, grâce à Sa Majesté, un vaccin inactivé. Ce vaccin inactivé, on peut se poser la question, l'AMM Diallo. Parce que parfois, il y a l'autorisation de mise sur le marché, wesh n'ta'am, wesh 10 ans, wesh 18 ans, wesh 20 ans. Première question. Deuxième question, notre pays pour faire un choix de stratégie. Ils disent parce que les enfants sont moins touchés et parce que c'est les âgés, parce que les terrains à risque, etc., d'accord, qu'il faut aller vacciner. Donc, c'est un choix stratégique qu'il faut faire. Et dernière réflexion, et puis, Tani, je reçois une question, la question de protection de BCG. Je pense, moi, il faut l'oublier. On a beaucoup parlé d'immunité. On s'est réjoui de la première vague. Maintenant, chers amis, il faut oublier le BCG. Malgré qu'on est vacciné contre le BCG. Et dernière réflexion, au niveau des chaînes TV, parce qu'on n'est pas suivi que par le Zoom, il y a aussi les chaînes TV. Chaque décès, il ne faut pas le lier au SARS-CoV-2 ou à يكون positif. تقدر تكون l'autre pathologie. Et sur cela, nous incitons nos collègues nous écoutent en période épidémique. Il ne faut pas oublier les autres diagnostics de méningite, de pneumonie, d'invagination, etc. Et sur ça, je donne la parole à notre cher président de la séance de conclure. Merci beaucoup. Juste là, pour conclure, et ça, ce que dit Kerboubi, c'est un élément très important. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, il faut s'occuper des autres pathologies, faire très attention. Là, juste là, pour une petite réflexion sur la vaccination, l'AMM, je fais partie d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité, donc les effets secondaires plutôt du vaccin. Les patients qui sont inclus dans le protocole et dans l'essai clinique, ils sont tous plus de 18 ans. D'accord, donc pour l'instant. Donc on verra par la suite, comme disait ce Bousfeha, en vaccinant les parents, on va peut-être les protéger. Je crois que c'était très intéressant, très interactif sur cet atelier, sur cette pathologie un peu qui nous a tous pris avec beaucoup de surprises et qui nous oblige à être très, très humbles. Nous apprenons chaque jour. Je crois qu'il faut être très, très modeste et celui qui prétend connaître va se tromper. Comme disait quelqu'un, les experts, c'est des gens qui se trompent toujours. Donc, on verra, on apprendra chaque jour, on reparlera. Et puis, donc, en guise de conclusion, je remercie les orateurs, professeur Bousfeha, professeur Dini, pour la qualité de leur intervention, de leur cas clinique. Je remercie également les participants. Et puis, donc, je remercie donc Sibou Skraoui pour avoir choisi ce thème qui s'imposait. Et puis, donc, il ne me reste qu'à
qu'a félicité. La parole à notre maître, professeur Tazi, pour clôturer le congrès. On va lui donner un petit mot. Donc, c'est toujours un plaisir de voir Madame Tazi, donc le patron de la pédiatrie marocaine. Donc, je remercie Steve Bouskaraoui pour la réussite de ce congrès, qui était vraiment, malgré toutes les difficultés techniques, une réussite sur le plan technique et sur le plan scientifique. Je crois qu'on a tous beaucoup appris. Je vous souhaite plein succès pour tout ce qui va venir. Et puis, je cède la parole à notre maître, professeur Tazi Malki. Merci. Je vous remercie très vivement donc, pour cet atelier interactif très intéressant. Et je n'ai plus le truc. Et je finis par… donc l'atelier est vraiment très intéressant, en particulier cette partie sur la COVID-19. Je remercie également tous nos éminents conférenciers pour leur contribution scientifique à la réussite de ce congrès, au comité scientifique et d'organisation et en particulier au président de SOMIPEV pour la réalisation de ces journées, aux sociétés pharmaceutiques pour leur précieuse et régulière collaboration et à l'ensemble des participants qui ont suivi ces 3 journées pour leur participation à ce congrès de SOMIPEV et à tous les congrès de SOMIPEV. Donc, et je remercie tous ceux que j'ai omis de citer. Donc, je merci pour la réalisation au président Bouskaraoui pour la réalisation de ces journées malgré la pandémie et en distanciel. Et je vous donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour le prochain congrès. Merci à tous et félicitations pour tous les intervenants. Merci. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Et prenez soin de vous-même. Merci, monsieur Mehraoui. Merci, monsieur Bouskaraoui. Merci, madame. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.